Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 30. Les journaux du lendemain ne contiennent pas ce que tout le monde attendait, à savoir le scandale du siècle. Apparemment, l'influence de Dumbledore n'a pas encore perdu de sa puissance, même si Severus et Harry sont convaincus que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne cède à la rancune ou à l'avidité et les balance à la Gazette du Sorcier. À la place, il y a de bonnes nouvelles, en dépit de la vague d'attaques à travers le pays. Le petit speech donné par Harry quelques mois auparavant à Préolard a visiblement porté ses fruits, puisque dans 2 cas sur 3, les attaquants ont été repoussés avec une étonnante facilité. Harry ne voit rien de surprenant à cela. Les groupes de mange-morts sont constitués au minimum pour moitié de nouvelles recrues. Cela montre déjà aux sorciers ou à la sorcière lambda que les forces des ténèbres ne sont pas indestructibles, comme tout le monde le pensait. Ensuite, cela prouve aux mange-morts, fraîchement marqués, que leurs rêves de puissance et de gloire ne sont que cela, des rêves, et que la réalité n'est pas quelque chose qu'ils apprécieront. Ça ne le surprendrait même pas que d'ici 1 mois ou 2, certains reviennent vers eux en rampant. Il ne fait aucun doute que Severus prendra plaisir à s'occuper de leur cas. Il regarde dans sa direction et voit ses lèvres se contracter légèrement, tandis qu'il tourne la page avec une lenteur délibérée. Harry ne peut s'empêcher de sourire. Oui, il sait exactement ce qu'il a en tête. Ils seront prêts pour la seconde partie de la triple union dans 1 semaine ou 2. Severus relève les yeux et, après avoir cherché son visage, il lui donne son assentiment, capable lui aussi de connaître les pensées d'Harry. Oui, ils sont plus que prêts. Dumbledore arpente son bureau, mené par l'inquiétude qui refuse de le quitter depuis ces 2 derniers jours. Ses plans, soigneusement dressés, sont partis en cacahuète de la plus spectaculaire des façons. C'est un cauchemar. À quoi pensait ce garçon en se mariant avec Severus Snape? Oh, eh bien, il a 16 ans, donc c'est comme si son membre viril avait pensé pour lui. Il s'arrête brutalement et, pris de colère, frappe son poing sur son bureau. Foutu serpentard! Je lui faisais confiance. J'aurais dû m'en douter. Il est comme tous les autres de cette maison, pire même. Il n'est pas devenu le chef de cette maudite maison pour rien. Le directeur recommence à arpenter son bureau. Oh, il sait parfaitement de quoi il s'agit. Une vengeance mesquine pour avoir été retiré de la sécurité et du confort de Poudlard. C'est bien ça. En vrai serpent qu'il est, Snape a décidé de frapper là où ça fait le plus mal, en plus de lui apporter un gain personnel. Petite merde anormale et dégoûtante! Séduire un garçon de la moitié de son âge, un mineur et un élève sous sa protection, pas moins. Les règles d'une cour formelle ont été observées à la règle. Mon cul! Est-ce qu'il s'attend sérieusement à ce que je gobe ça? Dumbledore s'arrête de nouveau et plisse les yeux en réfléchissant. En admettant qu'il puisse prouver que les règles n'ont pas été observées à la lettre, Snape obtiendra entre 3 et 6 mois à Azkaban. Avec Harry de son côté, ça ne fera malheureusement que 3 mois. Pourtant, même dans ce cas, le salopard ira pourrir en prison pour ses crimes, même si ça ne dure pas longtemps. Le directeur sourit méchamment. Oui, voilà ce qu'il va faire. C'est son devoir en tant qu'honnête citoyen et chef sorcier du Wizengamot, n'est-ce pas? Pendant un instant, l'idée d'essayer de convaincre Harry que Snape l'utilisait lui a effleuré l'esprit. Mais il l'a vite écarté. Le garçon est bien trop arrogant et entêté pour accepter l'idée qu'il ait pu être royalement dupé. Attristé, le vieil homme secoue la tête. Oh, il finira par apprendre tôt ou tard, de la pire des façons, malheureusement,
Car s'il insiste, ça ne marchera pas. Snape n'a pas dû prévoir de continuer ce jeu pour l'éternité. Il déteste trop le garçon pour ça. Ayant défini son plan d'action dans son esprit, Dumbledore s'assoit et se permet de se détendre enfin. Dès que les nouvelles seront à la une des journaux, il fera ce qu'il est nécessaire de faire. Reprendre le contrôle d'Harry peut attendre. Dans un couloir désert de la partie la plus isolée du château, Draco Malfoy gémit, se libérant dans une bouche talentueuse d'une jeune fille de Poufsouffle. C'était vraiment un très bon moment. Il n'hésite pas à le lui dire en la voyant se rengorger face à la louange. Merlin, il ne connaît même pas son nom, ce qui est une première, même pour lui. Il l'a déniché en train de pleurer après un connard qui l'a laissé tomber avant de se barrer en vacances. Honnêtement, quand il pense que Daphné l'accuse de manquer de tact, il a décidé de la réconforter, vu qu'il est préfet et tout ça. En même temps, si cet abruti a abandonné ce délicieux et talentueux petit morceau, c'est qu'il doit vraiment être stupide. Il réajuste leurs vêtements et la regarde partir après un léger baiser d'adieu. Définitivement de meilleure humeur. Il imagine clairement que le connard est oublié. Il soupire rêveusement et avance dans le couloir principal pour continuer sa patrouille. Certes, ce moment s'est avéré très bon, presque aussi bon que celui qu'il avait passé avec Ginevra Weasley. Juste presque aussi bon. Depuis que Draco est revenu à l'école, il a tout fait pour exposer sa réputation. Et il reconnaît être surpris par la facilité avec laquelle on peut obtenir quelques avantageux moments dans les anciens couloirs. Il est certain que Pansy est déjà au courant qu'il est devenu un tombeur, et son indifférence ne fait que confirmer ses soupçons à son propos. Le hic reste qu'il ne sait toujours pas avec qui il souhaite passer le reste de sa vie, et aux heures les plus sombres de la nuit, il pense encore à une tête rousse, bien aguichante. Il entre dans les toilettes des garçons et se précipite sur le miroir. Ses cheveux et son uniforme sont atrocement en désordre. Il sort sa baguette pour y remédier. Aucun doute qu'un Gryffondor ne serait pas gêné, mais pour un Serpentard, une telle apparence est inacceptable, vacances ou pas. À nouveau présentable, il prend du temps pour examiner la sensation de creux dans son ventre. Il aime ce genre de moment occasionnel, oui, vraiment, mais ne peut s'empêcher de remarquer qu'il se sent vide après. Le vertige et la chaleur qui l'ont rempli pendant des semaines après sa rencontre avec Ginny sont partis, et il est effrayé de réfléchir à la signification de tout ça. Une chose est sûre, ça lui manque terriblement, et il en veut encore. Draco soupire longuement et revient dans le couloir silencieux. S'il voulait être honnête avec lui-même, il saurait ce qu'il a ressenti à ce moment-là. La même chose qu'il a vue dans les yeux de Severus lorsqu'il regarde Potter, ou dans ceux de Potter lorsqu'il a Severus dans sa ligne de mire. Cette chose n'est pas pour les Malfoy. Combien de fois son père lui a-t-il répété ? Ça ne rend pas la chose moins désirable. Bien au contraire. Est-il en plein déni ? Il a observé chaque fille sur le marché et n'en a pas trouvé une qui lui convienne. Et il ne lui reste plus que 6 mois. Il serre les poings, certain de sa décision. Il va persuader Ginny de visiter encore une fois la salle vide et la sensation reviendra. Il la fera sienne et fera d'elle son épouse. Il gloussera joyeusement en songeant aux générations de Malfoy et de Weasley qui se retourneront dans leur tombe. Cela dit, il devrait peut-être en parler au préalable avec Potter, juste pour s'assurer que ses bijoux de famille restent intacts après coup. Il doute que Potter s'oppose à leur couple, mais sait-on jamais ? La nouvelle a fini par atteindre les fans le 2 janvier, juste après que les habitants du monde sorcier aient cuvé leur vin et aient été en mesure de remarquer quelque chose.
La réaction des médias est restée étonnamment réservée. Après tout, c'était l'annonce d'un mariage en apparence légal, bien que secret et socialement inapproprié, et non une sordide affaire. En outre, la presse sait fort bien qu'il ne vaut mieux pas lancer des accusations infondées ou des remarques désobligeantes sur Harry Potter, ou dans ce cas, sur son époux. Évidemment, l'opinion publique sorcière n'a pas eu cette considération et toutes sortes de hiboux ont commencé à voler en direction du square Grimmauld avant la fin du déjeuner. Heureusement que les beuglantes et les lettres avec des sortilèges sont automatiquement détruites par les protections. Pour le reste, Harry et Severus se sont bien amusés à les lire. En fait, il y avait un peu de tout. Des sympathisants sincères, des adultes polis mais inquiets, jusqu'aux fans déçus. Le ministre Scrimgeour, comme beaucoup de fonctionnaires haut placés, a envoyé ses félicitations officielles, à l'instar de la majorité des chefs de famille, hormis, bien sûr, les mange-morts. Ne pas le faire aurait été un faux pas impardonnable. Quelques-uns des anciens associés de Severus ont quand même daigné l'accuser d'être un connard sans vergogne et un égoïste qui a vendu son cul pour gravir les échelons, le tout en faisant passer ça pour un compliment, au plus grand bonheur du couple. Quant à ses actuels collègues, ils semblent déchirés entre être scandalisés ou les soutenir. 2 jours auparavant, Severus a demandé à avoir leurs propres appartements, ce que le directeur n'a pas encore approuvé. Le vieux bouc est toujours irrité et, à l'évidence, il est en train d'intriguer diligemment dans son bureau. S'il n'a rien d'autre à faire, grand bien lui fasse. La directrice adjointe le leur accorderait en un clin d'œil, mais ils veulent frotter là où ça fait mal. D'ici là, Harry déménagera dans les quartiers de Severus. Franchement, quelle misère! Harry est en train de passer ses doigts sur la peau sans défaut avec une lenteur délibérée. Il rentre à Poudlard demain et cette perspective ne le rend pas joyeux, comme ça devrait être le cas. En fait, il envisage très sérieusement de laisser tomber l'école en faveur d'un tutorat privé. Il pressent toutefois que ça ne plairait pas trop à Severus, même si ça implique plus de temps ensemble pour eux. Sentant son humeur morose, Severus le bascule et prend les choses en main, et Harry est trop content de le laisser faire. Ça fait un moment qu'il ne s'est pas permis de s'abandonner et de s'amuser, et à bien des égards, c'est libérateur. Pas étonnant que Severus ait pris le relais aussi naturellement. Pour lui qui est aux commandes chaque minute de chaque jour, c'est un grand soulagement d'être capable de laisser la conduite à quelqu'un en qui il a totalement confiance. Toute pensée sensée quitte son esprit lorsque Severus commence des attouchements plus sérieux. Fraîchement lavé, repu et fatigué, Harry embrasse son mari pour lui souhaiter bonne nuit, avant de tomber dans le sommeil. Il est heureux, Severus est heureux, et leurs amis sont heureux pour eux. D'aussi loin qu'il est concerné, c'est tout ce qui compte. Ginny est étendue, ne parvenant pas à dormir, parce qu'elle se demande au nom de Merlin ce qui lui a pris. Harry et elle ont eu une longue entrevue aujourd'hui. D'une certaine manière, elle n'est pas surprise qu'il ait décidé d'intervenir. Elle est la seule de leur cercle d'amis à ne pas être engagée amoureusement avec quelqu'un, et c'est simplement dans la nature d'Harry de prendre soin de ses proches, dans la mesure où il le peut. Elle lui en est d'ailleurs reconnaissante. Ces derniers temps, son grand-oncle a commencé à exercer plus de pression sur elle, exigeant qu'elle mette fin à sa relation avec Dean dès que possible, puisque cela constitue une entrave à un prétendant respectable. Comment déjà il l'a appris? Elle n'en a aucune idée. Nul doute que Ron doit l'avoir balancé. Elle pousse un profond soupir. Elle obéira, bien sûr. Que peut-elle faire d'autre? Les attentes de sa famille reposent sur ses épaules étroites et elle ne peut pas les laisser tomber. Depuis qu'elle est petite, elle a été élevée pour devenir la femme d'un riche sang pur, et c'est ce qu'elle sera, vendue au plus offrant. Évidemment, Harry comprend ça, ainsi que l'injustice que cela implique.
C'est pourquoi il lui a posé une question que personne ne lui a posée auparavant. Si elle pouvait choisir un mari parmi ceux qui répondent aux critères exigés par son chef de famille, qui choisirait-elle? Elle a lâché le non sans aucune hésitation, mourant quasiment d'embarras dès qu'il est sorti de sa bouche. C'est à la fois humiliant et enfantin, mais aussi vrai. Elle n'a pensé à personne d'autre. Il est beau garçon, et fait preuve de détermination et d'honneur. Il a bon caractère, c'est aussi un connard arrogant, mais ça s'applique à tous les autres prétendants, donc ça ne compte pas. Harry l'a fixé pendant une bonne minute, les 2 sourcils relevés, puis s'est mis à sourire timidement en lui disant qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. Ginny ne sait vraiment pas quoi en penser. Cela dit, s'il peut arranger cela, qui est-elle pour se plaindre? Elle est désolée pour Dean. Lui, plus que tout autre, ne mérite pas d'être traité ainsi. C'est sa faute à elle. Si à l'époque elle n'avait pas été autant obsédée de rendre Michael jaloux, elle n'aurait jamais accepté de sortir avec lui. Même si elle reconnaît volontiers qu'ils ont passé de bons temps ensemble, s'essayant à pas mal de choses pas catholiques, qu'elle n'avait jamais autorisé Michael à faire. Cela va sans dire que ce dernier n'a pas vraiment apprécié. Ginny sourit. Il semblerait que parfois, elle puisse se conduire comme une salope, si elle s'en donne la peine. Rien qu'elle ne puisse se reprocher au bout du compte. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.